Il était une fois deux vaches, deux bonnes copines, dans une pâture, quelque part en France, dans une exploitation agricole biologique. Rapprochons-nous d'elles, on dirait qu'elles discutent. Depuis toute petite, on a les pieds dans l'eau. C'est vraiment désagréable et on va finir par être malade. D'ailleurs, tu n'as pas l'air très en forme aujourd'hui. On dirait que tu as maigri. Tu as le poil moins brillant que d'habitude. Oui, et en plus j'ai mal au ventre, je me sens ballonnée. Mais de quoi parle-t-elle? On dirait les symptômes évoquant une infestation parasitaire par le paramphistome. Intéressons-nous à ce parasite. Je vous propose de découvrir le cycle du paramphistome à partir du stade où, une fois adulte, le parasite se loge dans le rumen du bovin. Il va y pondre des œufs qui seront rejetés dans les bouses. Les œufs doivent se trouver en milieu humide et à une température proche des 20 degrés pour éclore. Chaque œuf éclos libère un embryon nageur. L'embryon n'a alors que 24 heures pour trouver son hôte intermédiaire, un escargot aquatique, dans lequel il va se multiplier plusieurs fois et produire, en 50 jours environ, selon les conditions, jusqu'à 200 cercaires. Chacune des cercaires ainsi émises quittera par la suite son hôte intermédiaire pour se coller à des brins d'herbe. Elle s'y enquistera et deviendra à ce stade une métacercaire, capable de survivre plusieurs mois dans le milieu extérieur, y compris l'hiver. C'est sous cette forme que le parasite sera avalé par le bovin lorsqu'il pâture. Une fois ingéré, on observe deux phases de développement du métacercaire. La première phase, qui a lieu dans le duodénum et la caillette, permet au métacercaire de se désenquister et d'entrer dans sa forme dite immature, qui est la forme la plus dommageable pour le bovin, car elle provoque diarrhée et saignement, plus ou moins graves selon l'importance de l'infestation. Cette forme juvénile commence alors à migrer vers le réseau rumen. La deuxième phase correspond à l'installation des adultes dans le rumen après leur migration. Ils y acquièrent leur maturité sexuelle et commencent à pondre, à leur tour, des œufs. Notre éleveur s'est rendu compte de quelque chose, il a décidé de me faire des analyses de bouse. Tu te rends compte? 48 heures après, notre éleveur a reçu les résultats de l'analyse coproscopique. J'ai une preuve de l'infestation de cet animal par le paramphistome. Je suis donc autorisé à le traiter uniquement avec un antiparasitaire. Mais je dois respecter un délai d'attente 2 fois plus long, car je suis éleveur bio. 2 semaines plus tard, Regarde, on dirait que Marguerite n'est pas en forme à son tour. l'éleveur s'interroge, s'inquiète et va demander conseil à son vétérinaire. La durée de l'adulte, quand il est installé au niveau du rumen, peut être de plusieurs années, ce qui fait qu'on a un effet cumulatif. Et là, c'est important, les coproscopies faites obligatoirement chaque année dans la période janvier-février permettent au niveau de l'élevage de suivre l'évolution. Est-ce que j'ai un niveau faible de contamination parce que j'ai des pratiques qui sont bien adaptées? Ou est-ce que progressivement je me fais prendre la main par rapport à ce problème-là? Et est-ce que je vois progressivement mes coproscopies se dégrader, c'est-à-dire le nombre d'œufs émis augmenter d'année en année, auquel cas il y a des stratégies à chaque fois à adapter. Mais il n'y a pas de règle générale. Il faut bien se rappeler de cette idée-là. Il faut comprendre qu'on a d'abord un coût entre payer 10 analyses individuelles et une analyse de mélange, c'est pas le même coût. Donc c'est un coût qui est divisé par 10. Et peut-être que ça peut être suffisant, à condition d'avoir un mélange qui soit significatif. Un mélange significatif, ça signifie prélever les animaux les plus maigres du lot, ça c'est fondamental, parce qu'il n'y a qu'une corrélation positive, c'est le poids et le parasitisme. Tous les autres symptômes, la diarrhée, la toux, tout ce coulé, sont des symptômes secondaires et aléatoires. Quand je parle de copro, c'est en réalité un moyen de contrôle annuel. Donc la copro de mélange est obligatoire chaque année pour que l'éleveur se fasse une opinion de la façon dont évolue le parasitisme dans son élevage, selon qu'on a eu une saison pluvieuse, une saison sèche, selon qu'il a des mouvements de tel type d'animaux sur tel ou tel type de pâturage. Il doit se faire une opinion et il n'aura réellement une opinion précise qu'au minimum après 5 ans de copro régulièrement. On a trouvé des œufs sur presque tous les animaux, mais peu d'entre eux sont malades. En fonction de l'instant où on fait la coprologie, on peut avoir des pics de ponte d'œufs ou pas. Donc on peut très bien avoir, si on fait ce même animal à un moment donné où il excrète beaucoup, on va se dire on traite,
Alors qu'en fin de compte, ce même animal, si on le fait à un autre moment qui est bas, on ne traite pas. Donc c'est le tout de voir un petit peu comment se comporte l'animal, voir l'état du poil. Voilà, s'il arrive à vivre avec, pourquoi s'embêter à traiter. Je pense que sur les animaux, il y a toute hormis la conduite, l'alimentation. Les techniques d'élevage ont beaucoup évolué, et en particulier, par exemple, le chargement en animaux à l'hectare a beaucoup augmenté. Et on a une tendance aujourd'hui qui est associée à deux phénomènes. Le premier, le réchauffement climatique, qui incite les éleveurs à faire pâturer longtemps à l'arrière-saison leurs animaux, parce que c'est une charge de les avoir en bâtiment et que c'est beaucoup plus simple à gérer directement au pâturage. Deux, il y a une réduction du nombre de gens qui sont destinés à l'élevage, et donc du coup la surveillance et les manipulations, les changements de pâturage sont faits avec beaucoup plus de réticence. En parallèle, d'autres phénomènes associés qui sont, par exemple, une mauvaise gestion de l'alimentation, dans le sens de, non pas une insuffisance d'alimentation comme on le décrivait il y a 50 ans à propos du parasitisme, mais là, un déséquilibre alimentaire, et en particulier l'acidose. L'acidose et le paramphistome font très mauvais ménage, parce qu'on est avec deux pathologies qui se combinent au niveau du rumen et qui peuvent aboutir à des catastrophes. Donc, pas étonnant qu'aujourd'hui, on soit sensibilisé en disant « Ah, le paramphistome, quel problème !» Alors que pour certains autres qui ont un regard sur des élevages où ces fautes ne sont pas cumulées, disent « Le paramphistome n'est pas un parasite pathogène ». J'ai eu des cas de paramphistome. On a surtout repéré l'état général de la vache, un amaigrissement, le poil blanc, le poil sec, et l'amaigrissement puis la perte de production. Deux bêtes qui sont impactées alors que le reste du troupeau se porte bien. On peut pas faire de généralité. Je comprends mieux pourquoi tu avais bonne mine malgré tout. Au-delà de la résistance individuelle des animaux, l'état des pâtures et la conduite du pâturage ont également leur importance puisqu'ils influent sur le développement et la résistance du parasite. La mise en place d'un pâturage efficient, c'est le pâturage tournant. Alors il va tourner plus ou moins vite, on va être sur du 1 à 5 jours maximum de temps de présence par paddock, sachant que les paddocks, c'est les parcelles qui sont redécoupées, et on adapte donc la surface avec le lot d'animaux qu'on a. Et ce qui est sûr, c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que tous les gens qui sont passés en pâturage tournant, c'est-à-dire qu'il y a un respect de temps de présence et surtout un temps de repos de chaque paddock qui va correspondre au printemps entre 25 et 30 jours, et on va être sur du 35-45 jours en période d'automne. Toutes les personnes, tous les éleveurs qui suivent ces précautions-là, on a une baisse de la totalité de la pression parasitaire. Avec un fil, vous protégez tout ce qui est rigoles, il faut entretenir les rigoles, les protéger. Ensuite, je fauche les refus, c'est-à-dire que moi je fais pâturer, donc je mets les vaches 4-5 jours sur le paddock. D'accord. Ensuite, je passe sur le paddock d'à côté. Et quand j'ai fait 2 pâturages, c'est-à-dire qu'au bout de 35 jours, donc elles font une rotation de 30-35 jours, en fonction si on est en période poussante, c'est-à-dire avril, mai, juin, ou un peu moins poussante derrière, j'agrandis les paddocks, d'accord. Et quand elles ont pâturé 2 fois sur le même paddock, je fauche les refus d'office. Et j'essaye de faire ça un jour où il fait bien soleil, comme ça éclate bien les bouses. Et le soleil, il fait le reste, quoi. J'ai 2 troupeaux de vaches et veaux qui sont conduits sur 2 blocs séparés, et où il n'y a que les vaches et les veaux qui sont conduites. Les génisses de première année sont conduites sur un bloc, c'est tout le temps les génisses de première année, il n'y a jamais de vaches et de veaux qui vont avec. Et les génisses pleines sont aussi conduites sur un autre bloc, où il n'y a que les génisses pleines qui sont conduites. Mais pourquoi les conditions de pâturage sont-elles si déterminantes ? Quand on a un fossé qui est effondré, vous voyez, on a simplement une race qui marque un peu. Quand on est en période estivale, cette race-là, elle est contaminante à peu près sur 50 ou 60 cm. Et quand il se met à pleuvoir, les hôtes qui sont là, les hôtes aquatiques, comme les limnés, peuvent faire que la zone s'élargisse sur
8 mètres de chaque côté. Vous voyez, on a des zones humides par piétinement et stagnation de l'eau. C'est toutes les zones qui se trouvent autour des râteliers, voilà, autour des abreuvoirs sur les pâturages, dans les passes qui sont entre une parcelle et une autre. Vous savez, des fois, on a une haie qui est interrompue, tous les animaux passent là pour aller dans la parcelle suivante. Et bien ça, dans les zones de piétinement, on peut avoir des limnés qui se développent, et donc les larves infestantes, qu'on appelle des métacercaires, vont être au niveau du pâturage, absorbées par les animaux, avec 2 pics principaux de contamination, un pic au printemps et un pic à l'automne. Et ces larves vont aller directement dans l'intestin des bovins, où elles vont se développer, et là, elles se développent bien parce qu'on a un déficit immunitaire. Ensuite, elles vont migrer en janvier-février au niveau du rumen, et là, elles vont être avec des symptômes plus apparents qui se caractérisent par des phénomènes, des troubles digestifs de type ballonnement, par exemple, rumination, et là, perte d'état. Et plutôt que de soigner, il va aller mieux prévenir et donc développer l'immunité des animaux, en apportant donc tout ce qui est minéraux, oligo-éléments et vitamines. Voilà, et donc ça je le fais de façon ciblée, sous forme de cure pendant tout l'hiver. Et ensuite je complète l'été par des seaux alléchés que je fais moi-même. Ah, finalement, on a changé de pâture. C'est quand même mieux de ne plus manger les pieds dans l'eau et nos filles se sentiront mieux, elles aussi. À ce propos, tu te souviens, quand on était petite, on a une copine qui est morte. C'était peut-être la même maladie. Les animaux les plus touchés, ce sont les animaux qui font leur primo-infestation, donc les jeunes, qui vont faire la première année, qui sont les plus touchés, qui vont accuser des conséquences sur la croissance. Je pratique la copro et en fonction des résultats, je traite ou pas, quoi. Il n'y a pas de solution théorique dans le commerce pour les paremphistomes. C'est important de se focaliser sur le paramphistome, mais attention, la grande douve, c'est le même cycle biologique, ce sont les mêmes endroits. La douve est aussi importante que les paramphistomes. Donc en fait, c'est un faux problème, sachant que le paramphistome a toujours existé, a toujours eu autant de conséquences sur l'animal.